prochaine fois, on continuera sur le thème du migrant, mais le migrant la migration, le nomadisme et le commerce, les rapports des trois. Ensuite, la façon dont on s'est débarrassé des nomades à l'échelle planétaire à partir des Lumières. Et on terminera sur voir si la dernière séance, voir s'il convient de prendre des définitions, comment adapter les définitions du nomadisme à une société qui n'est même plus industrielle, mais post-industrielle, de services, etc. C'est un vrai problème que les définitions, d'ailleurs, puisque ce soir, on va commencer par voir quelques petites définitions du nomadisme. Ensuite, la migration. La migration elle-même, à travers des exemples européens et français. Ça sera donc peut-être assez tranché, entre la nomade d'un côté et le migrant de l'autre, mais j'ai surtout voulu vous donner des exemples, surtout dans le cas de la France, c'est de la migration de travail. Alors, les définitions du nomade qui sont basées sur sa seule mobilité sont assez, des fois, difficiles à énoncer. Actuellement, on en fait n'importe quoi de ce mot de nomade. On parle d'objet nomade, parcours nomade. Et alors, le plus beau que j'ai lu, c'est que le télétravailleur est un nomade. Sur son canapé. Bon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'extensions abusives. Le plus bel exemple, ça a été, je vous l'ai déjà dit, Jacques Attali, en 2004, quand il a publié L'Homme nomade. À chaque fois qu'il pointait, il recensait dans l'histoire quelqu'un qui était allé d'un point A à un point B, c'était un nomade, sur eau, sur terre, etc. Peuple premier ou pas, nomade des steppes, marin, étudiant, tout ce qui bouge est nomade. Il a même été plus loin, il parlait du voyage par l'esprit qui te rend nomade à l'aide du cinéma ou à l'aide des écrans. C'est plus facile. C'est un peu comme le télétravailleur qui est nomade à domicile. D'après Attali, je cite toujours, rend le nomade le fait de vivre une métamorphose permanente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on va revenir à quelques critères plus terre à terre. Les artistes sont tous nomades. Oui, bien sûr. On va revenir à des choses plus terre à terre. Alors, quand on a un problème de définition, on va voir son petit Robert, ou son petit Larousse. J'ai été voir le mien, qui m'a dit nomade sans domicile fixe. Un peu abrupt. Ça fait vraiment étroitement juridique. Et en plus, sans domicile fixe, c'est exactement comme ça qu'on appelle un certain type de sédentaire paupérisé, précarisé. Donc, c'est peut-être pas assez pour rendre compte du phénomène en général. Donc, ce que je proposerais, moi, c'est d'adopter, d'une part, l'approche économique, sociologique, et d'autre part, considérer les modes du déplacement, plus que leur distance, leur longueur, etc. Définition teintée d'approche économique. Nomade. Je propose donc qui se déplace pour accéder à ses moyens d'existence. Autrefois, c'était le gibier et le poisson, les plantes sauvages dans le cas du chasseur-cueilleur paléolithique. Dans le cas de l'éleveur, ensuite, c'est le pâturage. Il se déplace pour aller de pâturage en pâturage. Alors que, par opposition, sédentaire, c'est celui qui peut produire ou recevoir ses moyens d'existence sur le lieu de son habitat. Les produits agricoles qu'il produit, bien sûr, les produits d'élevage sédentaire. Mais là, on peut ouvrir, même si on est sans suivre Attali dans ses délires, même le revenu salarial sédentaire qui reçoit les revenus qui lui viennent d'une activité sur le lieu, y compris les salaires, c'est un moyen d'existence. Deuxièmement, les modes du déplacement. Alors, c'est là que je crois que ça précise les choses. Le nomade, il a une temporalité cyclique, c'est-à-dire, un point de départ, il y retourne périodiquement avec des haltes qui peuvent être inégales. Il peut avoir des haltes très, très longues dans des endroits, des étapes intermédiaires, mais même s'il privilégie des stations dans un circuit, certaines haltes étant plus longues que d'autres, donc c'est en fonction des ressources. Il pratique une transhumance que j'ai envie d'appeler transhumance systémique, le nomade. C'est un mouvement
non pas circulaire forcément, mais pendulaire. Le migrant, lui, par contre, il va vers une destination choisie par rapport à son point d'habitat habituel. Et quand il change définitivement de lieu pour rester dans le lieu de sa migration, là, ce migrant devient, en bon français, un émigrant. Donc, alors que s'il repart vers son domicile d'origine, c'est un migrant, avec un parcours qui n'est peut-être pas strictement linéaire, mais qui n'est déjà plus cyclique. La première difficulté avec tout ça, c'est de penser des catégories intermédiaires, puisque maintenant on admet, les ethnologues depuis longtemps admettent la notion de semi-nomade. Pourquoi pas? Je pense par exemple à ces peuples yakoutes de Sibérie, vers la côte du Pacifique, qui changent de camp 2 fois par an, parce qu'ils vivent d'abord. Ils sont éleveurs de rennes d'un côté, mais ils sont aussi pêcheurs. Et ils guettent les poissons migrateurs, essentiellement les saumons du Pacifique. Donc, ce qui fait que toute la tribu, tout le clan se déplace avec armes et bagages, démonte même ces algécos, parce que moi j'ai vu le film qui a été tourné par quelqu'un du musée de l'Homme, là, ils ont des sortes d'algécos à l'abri du climat, bien sûr. Il y a aussi les transhumants, les transhumants qui sont des éleveurs sédentaires, mais qui ont aussi un éleveur sédentaire, alors, parce que ce sont des sédentaires de passage ou des semi-nomades, ce qu'il faut voir. Et bien sûr, les migrants de travail, si on peut les compter comme semi-nomades dans certaines conditions, que ce soit pour une raison économique ou pour toute autre saison. Pendant des siècles, il y a eu des migrants qui n'avaient aucune raison économique de se déplacer, qui étaient les pèlerins. Et ça n'était pas de petits effectifs. Le pèlerinage de Compostelle a structuré aussi les rapports franco-espagnols, européens-espagnols plutôt, mais qui venaient de plus loin que de la France, pendant 3 ou 4 siècles. Et alors il y a un cas aussi extrême, c'est l'errance. Alors l'errance, on pense tout de suite à quelqu'un qui part tout droit devant lui. C'est plutôt un phénomène individuel, je pense, l'errance. Le plus souvent, elle est individuelle. C'est le produit d'une désocialisation ou carrément d'une pathologie mentale. Mais il y a des errances collectives. Oui, voilà. Il y a des errances collectives. Vous voyez ce que ça peut être, ça? Oui. Alors ça, c'est un phénomène sur lequel les historiens sont modestes. On n'a pas encore percé tous les mystères. On a des explications, bien sûr, rationnelles. C'est cet exode de 40 qui a agi un peu comme les migrations des peuples dont je parlais l'autre jour, des Germains, l'effet domino. Les uns poussent les Germains, qui poussent les Goths, qui poussent les Romains, qui poussent etc. Bon, là, les populations hollandaises et belges, terrorisées par l'avance allemande, poussent les populations du Nord, et il y a une raison qui est dans la mémoire, puisque les Belges ont connu une terrible occupation dont on n'a pas beaucoup parlé en 14. Et ça, c'était dans toutes les mémoires. D'où les légendes des Allemands qui coupent les mains des enfants, etc., etc. Donc ça a été, c'est un legs résiduel des grandes peurs peut-être, mais à chaque invasion, guerre ou une catastrophe naturelle aussi. Quand un volcan sort de terre et tout, évidemment, ça provoque une errance, une migration de panique dans les archipels de la Sonde, où le phénomène est assez fréquent. Il se révèle un nouveau volcan tous les 5 ans, pratiquement. Alors donc, catastrophe naturelle, invasion, guerre, mais aussi effondrement politique. Et là, c'est le cas de 40. Après les définitions, ou l'essai des définitions, essayons de voir quelles sont les survivances du nomadisme en Europe. Alors, qu'est-ce qui reste comme vrai nomade en Europe? On pense tout de suite aux tziganes, qu'on appelle aussi les Roms maintenant. Pour les ethnologues, le terme maintenant qui est admis depuis la fin de la dernière guerre, c'est tzigane, les Roms n'étant qu'une partie de ce peuple correspondant aux tziganes de l'Est. Alors d'où vient? Oui, on distingue donc les tziganes de l'Est qui deviendront les Roms, ceux d'Europe centrale qui à l'origine avaient sédentarisé un peu en Tchéquie, en Bohême, la Tchéquie actuelle et qu'on a appelé donc des Bohémiens,
Et puis les tziganes de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire France, Espagne, Belgique, qu'on appelle également gitans ou manouches. C'est les termes admis. Alors d'où viennent-ils? Les Roms, vous vous souvenez de ce qu'on a dit l'autre jour dans l'Empire de la Sept sur les premiers empires turcs vers 900, 1000. Ils ont été chassés du nord de l'Inde par les premières armées turques vers l'an 1000. Ils ont été déportés, pris en esclavage par dizaines de milliers, sélectionnés pour leur talent, parce que c'était d'excellents forgerons déjà, pour être conduits en Afghanistan. Ensuite, ils sont au service des Mongols, éleveurs de chevaux, éclaireurs, avec Tamerlan. Ils passent en Europe, en Anatolie, en Égypte. Voilà les migrations roms depuis les origines. Ils viennent du Rajasthan, qui est un état hindouiste du nord de l'Inde, et se répandent, oui, ça suit un peu, j'allais dire encore une fois la route de la soie, la route des invasions turco-mongoles. Et les dates où ils arrivent dans les différents pays. Ils sont repérés en Allemagne en 1500, mais avant, ils étaient déjà en Angleterre, dans le nord de l'Europe, et en Espagne, ils arrivent entre 1450 et 1470. Dès l'origine, ce sont des nomades, par petits groupes très dispersés. Le premier accueil en Europe n'est pas mauvais du tout. Les seigneurs, dans le cadre du régime féodal, les accueillent assez bien. Il faut dire que ce sont aussi des amuseurs. On les prend pour des troubadours dans les châteaux. Les souverains n'ont rien contre. Et eux-mêmes, ils sont passés, comme vous avez vu en Égypte aussi, ils se présentent comme des Égyptiens. D'ailleurs, l'anglais en a retenu quelque chose. Gypsy. C'est le nom du gitan en anglais. Alors, ils se présentent comme ducs de l'Égypte, comtes de la petite Égypte, etc. Bon, ils sont très habiles là-dessus. Et les persécutions ne vont pas tarder parce que l'Église catholique les soupçonne évidemment de paganisme, de sorcellerie. Bon, ça commence déjà. La bohémienne est déjà une sorcière, bien avant Carmel. Alors, en Europe de l'Ouest, après les persécutions, on va leur imposer un sédentarisme forcé. Au nom du progrès, toujours. À l'époque des Lumières, en 1750, le seul monarque un peu progressiste qui est connu en Espagne, Charles III, impose un édit de sédentarisation, pas de sédimentation, forcée, notamment en Andalousie. En Espagne, bien que sédentaires, ils ont toujours aussi joué un rôle hybride, ambigu. C'était à la fois le diable et l'intermédiaire dont on avait besoin, pour leurs talents artisanaux essentiellement, parce que les métiers du fer, ils connaissent. Ici, il y a beaucoup de Roms ou fer, plus ou moins fer, qui sont un peu comme les forains, disons, qui sont spécialistes de la ferraille et de la récupération, comme autrefois il était de la forge et de l'estampage. Alors, ils sont en Europe de l'Est, c'est différent. Ça, c'est la situation actuelle, statistique des populations roms. Vous voyez qu'en Europe de l'Est, quand même, ils se comptent en millions, et ils ont été considérés pratiquement en 1880-1900 comme des esclaves. Ils étaient esclaves des grands seigneurs hongrois et roumains. Pendant l'entre-deux-guerres, ils vont pâtir, vous savez que c'est une zone où poussaient les régimes autoritaires et même fascisants. La Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, tous alliés de l'Allemagne, et ils vont évidemment être persécutés. Quant aux Allemands, bien sûr, dans toute leur avance en Europe de l'Est, ils les raflent, et le génocide des Roms se monte à plus de 200 000 individus massacrés, hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui, ils sont sédentarisés, comme je vous l'ai dit, à 80% en France et en Espagne, 60 à 80% à l'Est, mais comme vous le savez, leur sort est assez instable, notamment dans les nouveaux pays de l'Est. Depuis l'effondrement du communisme, ça ne s'est pas arrangé.
En dehors du nomadisme, qu'est-ce qu'on pourrait recenser comme forme atténuée de nomade, puisqu'on parlait de forme intermédiaire, semi-nomade? Eh bien, on en a en Europe. En Scandinavie, nous avons le nomadisme aménagé, disons, des Sami. Vous connaissez les Sami? Je suis sûr que vous les connaissez. Mais si, Sam ou Sami. Alors, c'est pas joli ça, joyeux Noël. Les Sami, c'est ce qu'on appelait les lapons. Il ne faut plus le dire. Parce que c'est un mot dépréciatif, c'était une insulte en suédois. L'arp, c'était une injure en suédois, sauvage, etc., qui bouge tout le temps en plus. Il ne faut pas mettre la main dessus. Alors, ceux-là passent un hiver de sédentaires forcés dans des petits villages très coquets. Avant, ils avaient des isbas en bois tout à fait confortables. Moi, j'ai vu ça dans les années 60 en Finlande, à Rovaniemi. Et maintenant, ils ont des petites maisons encore plus confortables, et bien isolées. Et puis, quand arrive le temps de la pousse des lichens et de la pousse des pâturages, ils reprennent les rênes et ils s'en vont. Et ils rentrent à la fin de la saison, comme des transhumants de moutons provençaux. Seulement, il y a quand même un inconvénient, c'est que le nord de la Scandinavie correspond à la zone des mines. Le fer suédois, il est là. Le tungstène norvégien, il est là. Donc, les zones minières, on a confisqué leur pâturage pour ouvrir des mines à ciel ouvert parfois. On a replanté des forêts, donc ça ne fait pas l'affaire des rennes non plus. Et depuis 150 ans, donc, leur terrain de parcours s'amenuise. En plus, il y a la difficulté classique des nomades confrontés à des frontières d'État. Avant, ils pouvaient autrefois nomadiser, parce qu'ils sont là quand même depuis le néolithique, ils pouvaient nomadiser de la Russie jusqu'au bout de la Norvège. Là, maintenant, il y a des frontières. Ils doivent donc trouver des emplois, pour ceux qui abandonnent, dans les mines, dans les scieries. Et l'élevage des rennes représente plus de 20%, et c'est un drame culturel, parce que c'est leur principal marqueur identitaire, évidemment. On pouvait parler d'une civilisation du renne. En Norvège et en Suède, en Finlande aussi, parce qu'en Finlande, ils sont un peu moins maltraités, on leur a laissé quand même du parcours qui n'appartient à personne. En Suède et en Norvège et en Finlande, on a créé des parlements Sami, ou Sam, pour faire remonter au gouvernement central toutes leurs revendications. Les Suédois ne se dépêchent pas tellement de leur concéder des droits. Ça va un peu mieux en Finlande. Une autre population qui est théoriquement européenne, puisque le Groenland est rattaché à l'Europe en tant que dépendance du Danemark, ce sont les Inuits. Alors vous connaissiez les Lapons, vous ne connaissiez pas les Sami. Les Inuits, vous connaissez les Esquimaux. Voilà. Alors là, ça se passe beaucoup mieux. On prend des mesures de maintien du nomadisme. On les autorise contre les différents règlements d'espèces protégées européens à continuer à chasser le phoque, ma foi. Et puis il y a une région, une séquelle de l'Empire des Steppes, là, entre l'Oural et la Basse-Volga, les Kalmouks, qui ont résisté à la sédentarisation forcée de l'URSS et qui vivent misérablement sur la steppe qui n'est pas encore cultivée, sud de l'Oural. Je rappelle que dans le cas d'un peuple dit nomade ou semi-nomade, c'est bien toute la population qui se déplace, hommes, femmes et enfants. Différence avec le migrant. Qu'est-ce qu'on a aussi chez nous? On a une toute petite trace de nomadisme, de semi-nomadisme, c'est la transhumance. Alors la transhumance, autrefois, c'était la règle pour toutes les populations, pour les éleveurs méditerranéens et montagnards. En général, c'était un parcours entre la montagne, ou du moins les contreforts des montagnes, et les plaines du sud. La transhumance aujourd'hui, en France, c'est un patrimoine. Je ne dis pas que c'est folklorisé, mais presque. Il y a des subventions pour les éleveurs bio qui pratiquent la transhumance. Ça leur fait quand même du fourrage moins cher. C'est déjà ça. C'est un patrimoine. Ça a été déposé comme patrimoine
moral et immatériel. C'est un patrimoine qui est revisité dans le cadre d'un tourisme, d'un néo-tourisme rural, en Provence, avec le mouton, et en Auvergne, avec les races Salers et d'Aubrac. Ça devient un moment touristique, ça fait des belles fêtes dans les vallées, et ça permet au moins aux urbains de redécouvrir les métiers du pastoralisme. Ça crée des vocations néo-ruraux, des fois. Dans les Pyrénées aussi. Et puis dans les Pyrénées, bien sûr. Le Béarn. Provence, le mouton, Béarn, le Béarn et la Bigorre. Le mouton aussi. Le mouton aussi. Et le massif central, la vache. Ça, c'est pour l'Europe, hein, parce que la transhumance dans certains pays, dans la zone méditerranéenne, Maghreb, alors là, c'est autre chose, surtout au Maroc. Après les nomades, on va parler un peu des migrants. Et je vais prendre l'exemple de la France des 18 et 19e siècles, parce que la migration de travail en France a eu un rôle important dans la structuration de la population française, c'est-à-dire dans la répartition entre ruraux et urbains. Le décollage vers un accroissement de la population de la ville, on le doit à certains migrants de travail migration massive et prolongée, qui était d'abord temporaire. Alors d'abord, elle est purement interne, cette migration, elle ne vise que les populations françaises. En 1851, il y avait 1% d'étrangers dans la population active. Et 3% à la fin du siècle. Alors, vous voyez, bon. Qui partait? Eh bien, c'était des hommes seuls, hein, pas nécessairement célibataires, mais des hommes seuls, mais qui se groupaient en bandes pour des raisons de sécurité, parce que les chemins n'étaient pas toujours très sûrs. Là, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas ce réseau de chemin de fer qui date du Second Empire. Hein. On partait à pied, et là où il n'y avait pas de voie d'eau, sinon on utilisait le coche d'eau, la batellerie, le plus possible. Alors, ces gens partaient en bande, donc, et quand ils arrivaient dans les villes, ils se trouvaient confrontés aux mêmes avanies que les actuels migrants africains, asiatiques ou autres, c'est-à-dire les marchands de sommeil. Ils s'imposaient des conditions épouvantables, la règle de tout migrant étant de thésauriser un maximum d'argent pour ramener ou envoyer au pays. Cette migration-là, elle a les caractères de toute migration depuis toujours. Alors pour juger de la position du déplacement du migrant, il ne faut pas partir de l'idéal du sédentaire, paradoxalement. Et l'idéal du sédentaire, c'est l'autarcie. Ne rien acheter, échanger ses produits avec les autres au niveau du village. Il y a 3 niveaux d'échange. Il y a le village d'abord, communauté villageoise. Le bourg, on est obligé d'aller pour recourir au service des artisans, maréchaux ferrants, les premiers boulangers à partir de 1850, et ensuite la ville. On ne laissait partir de la maison que la fumée. Voilà. Et oui. Donc il y a un idéal d'autarcie qui sera toujours battu en brèche, malgré quelque chose d'essentiel qui est les communaux. Si on peut subsister au village, souvent quand on a pas fait, on a les prés communaux, on a la fouage des bois communaux. Hein. Il y a tout un tas et par contre, avec l'augmentation de la population au XVIIIe siècle, les paysans essayent de les défricher à chaque fois. C'est une action en justice, hein, de la justice royale, parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux communes. Et si je peux me permettre, les manouches utilisaient les prés communaux dans les villages. Bien sûr. Ouais. Alors qu'après, ils n'ont plus pu les utiliser pour leurs chevaux, pour leur déplacement. Bien sûr. Donc il y en a eu. Alors, ça, les communaux, c'est une histoire. Donc ils sont abolis théoriquement par la Révolution, mais la bagarre pour les communaux, la privatisation, ça va jusqu'en 1850. Il y a des résistances. Il y a eu des actes il y a eu des maquisards dans l'Ariège pour défendre les communaux. Mais en attendant, on ne peut pas toujours y toucher. Par contre, les communautés, à la veille de la Révolution, la plupart des villages ont racheté le pressoir, le moulin et le four banal, qui était autrefois au seigneur. Donc, mais ils ne peuvent quand même pas
quand la population augmente, donc en cas de crise vivrière, il y a deux solutions. Augmenter les surfaces, donc défricher les limites du finage, toucher aux communaux, ou varier les cultures. Ça, c'est pas toujours possible. Alors on recourt aux ressources extérieures, les échanges, les charrois. Ça, tout le monde peut le faire. Charroi, on a un bœuf, on a un cheval de trait, donc on se loue à côté, à petite distance, le bourg, la petite ville, on se loue comme oui, on y vient, on peut le acheter. On se loue donc comme transporteur. Et en plus, à partir de la Révolution, il y a les effets du Code civil. Maintenant, on partage entre héritiers. C'est là que les Auvergnats vont tourner les choses en faisant tout passer par les dots en mariage ou les dotations du vivant. Et en Auvergne, on dit il faut garder, il faut léguer le bien à un seul frère, parlons pas des sœurs, pour faire fumer la cheminée. Alors, ceci se passe dans toute la France, mais il y a une région qui a des raisons spécifiques de migrer, c'est le Massif central. Alors, le Massif central, le voilà. Parce que là, cette carte vous donne une idée, la répartition par région des migrants qui ont supporté déjà, tout commence avec une crise climatique au XVIIIe siècle. Au XVIIe. Au XVIIe siècle, il y a un petit âge glaciaire, comme on dit. Les hivers du temps de Louis XIV ont été terribles à plusieurs reprises. Donc, le seigle que l'on cultivait, non pas sur les côtes, mais sur les planèzes du Massif central, planèzes de Saint-Flour, le Césalier, le Brac, eh bien, le seigle ne pousse toujours, mais il ne mûrit pas une année sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On convertit en herbe. Seulement au XVIIIe siècle arrive une augmentation des prix. Il y a une distorsion de l'échange dans la mesure où, pour acquérir une trousse de foin ou des semences, eh bien l'éleveur est obligé de donner de plus en plus de produits de son élevage, le fameux fromage entre autres, ou la viande des jeunes animaux. Parce qu'il y a un décalage de plus en plus important entre le prix des produits végétaux et le prix des produits de l'élevage. Alors donc, on ne peut pas non plus augmenter les surfaces, il va falloir aller se procurer ailleurs le numéraire, parce que déjà sous l'Ancien Régime, on pouvait payer les fermages du seigneur en nature, mais l'impôt du roi, il fallait le payer en espèces sonnantes et trébuchantes. Et alors après la Révolution, toutes les contributions d'État se payent de la même façon en numéraire. Alors il faut aller le chercher, ce numéraire, et on va d'abord recourir aux travaux les moins qualifiés, les premières générations 1770-1830. Les premières générations s'imposent des travaux qui correspondent à leur qualification. Alors prenons d'abord par le plus ingrat, les pionniers de la Haute-Loire, pionniers du Velay. Qu'est-ce qu'un pionnier? Vous savez comment on construit un canal? On fait une tranchée. Seulement si on verse de l'eau, quel que soit le terrain, ça ne tiendra pas longtemps. Il faut étanchéiser en mettant une couche de glaise. La glaise, c'est un matériau ingrat qui résiste à la pelle ou à la pioche. Il n'y a pas plus pénible que de manier un tas de glaise. Et ce sont les pionniers du Velay qui vont s'en charger. Et c'est une spécialité qui leur restera jusqu'au plan de construction des canaux de Fraissinet en 1880. On n'a pas encore mécanisé quoi que ce soit. Il n'y a pas de fourche. Ensuite, eh ben, il y a les Sieurs de Long dans la Limagne. Le Puy de Dôme, parce que il ne faut pas confondre. La Limagne, c'est la plaine riche. C'est la Beauce des Auvergnats. Mais sur les montagnes, il y a tout un tas de petits métiers qui vont se signaler par leur émigration à Paris ou à Lyon. D'abord les Sieurs de Long, et puis les peigneurs de chanvre. Alors ça, il n'y a rien de plus pénible que le travail du chanvre. D'abord, on le met à rouir, c'est-à-dire à pourrir dans l'eau, et il y a des émanations techniques par le dégagement de ce qu'on appelle la cannabine, qui est le principe actif
de ce qu'on appelle poliment chichon, n'est-ce pas? Et même dans le chambre le plus honnête, il y en a. Ensuite, on aura les chaudronniers. Là, on touche déjà à une spécialité artisanale. Les ramoneurs. Alors, les ramoneurs, c'est de toutes les montagnes. On pense aux Savoyards, qui eux vont, à l'époque, non pas à Paris, mais en Allemagne et en Alsace du Sud. Mais il y a les ramoneurs auvergnats également. Les porteurs d'eau. Il n'y a pas l'eau courante à Paris. Donc, le porteur d'eau va à la Seine, on n'est pas dégoûté, ou dans les rares fontaines et puis artésiens de Paris, et il monte les seaux dans les étages. On remplit la baignoire. C'est avec ça que les bourgeois sous Louis-Philippe remplissent leur baignoire, où l'on fera tremper toute la famille, commençant par le chef de famille et en terminant par la bonne. Bien. Donc, métier vous voyez que ce sont des métiers assez ingrats, n'est-ce pas? Le frotteur de parquet aussi, ça c'est une spécialité. Batelier, vous voyez le long de l'Allier, ici, et pour la Loire c'est pareil, comme on utilise beaucoup la voie d'eau, il y a quelques bateliers qui font un petit transport sur des barques de 5 à 9 mètres de long, pas plus. Il y a évidemment la part du commerce, mais ça on en parlera la prochaine fois. Voilà. Voilà par exemple les sieurs de Long qui pratiquent avec le passe-partout. Hein? Ça, c'est des métiers qui usaient le bonhomme, ça. Ah oui, voilà. Ils étaient dans un bel état. Oui. Voici le peignage du chanvre et le. Et puis vous les connaissez, nos galvachés, qui eux font des liaisons en transversale de l'interrégional, spécialisés dans les choses très lourdes, et souvent ils participent aussi au roulage. Alors le roulage à l'époque, c'est le transport poids lourd. On le fait avec des bœufs et surtout avec des chevaux de trait aussi, donc leur part à eux dans le roulage national, et surtout qu'ils ne s'éloignent pas tellement de la grande région Bourgogne, Franche-Comté, Berry, Picardie également pour certains. Donc le roulage consiste à acheminer la marchandise dans des chariots bâchés, de jour comme de nuit. Il y a le roulage ordinaire de jour et le roulage dit accéléré qui fonctionne également la nuit. Vous voyez que ça. Eux, ils étaient plus intéressants dans le débardage que dans le roulage. Voilà. Alors par exemple, ils allaient en la saline d'Arc-et-Senans où on faisait évaporer l'eau salée. Bon, c'est bien, ils récupéraient les cendres et ils allaient les livrer aux paysans de la Bresse. Il y avait tout un circuit de l'engrais à partir des salines d'Arc-et-Senans qui était tenu par les Morvandiaux. Ils passaient par mon village. Voilà. Alors il y a en plus il y a également. Bon, voilà. Que je voulais. Oui, je voulais toujours ma carte. Alors, les gangs petits, ce qu'on appelle les chaudronniers, et des gens qui n'ont aucune liaison avec l'agriculture, ce sont les maçons de la Creuse, qui ont laissé une trace également. Alors, on dit que le maçon est toujours le plus mal logé, mais c'est un peu vrai à Paris, les conditions de logement sont assez sordides, et surtout, ces maçons de la Creuse, c'est eux qui vont bâtir le Paris d'Haussmann. Ne pas oublier au sommet des qualifications des gens qui aujourd'hui sont tout à fait minoritaires, mais qui à l'époque, dans certains métiers du bâtiment, avaient le monopole de l'embauche. Je vais nommer les compagnons du devoir, dans la charpente par exemple. Alors, leur tour de France dure de 2 à 7 ans. Eux sont de vrais novates du travail, donc. Et puis, on en parlera la prochaine fois, mais il faut quand même signaler, vous voyez ici marqué « Émigration vers l'Espagne ». Ça, c'est le propre des Cantaliens, Mauriac et Aurillac. Et leur spécialité, c'est la boulangerie. Au XIXe siècle, à Madrid, 50% des boulangeries sont tenues par des Auvergnats. Évidemment, quand il y a une émeute, c'est de la faute du français. Et puis Napoléon, ayant joué de sales blagues aux Espagnols, faut du courage pour revenir faire du business après le Premier Empire
en Espagne. Mais on a tellement besoin d'eux que ça passe. L'autre, 50% d'Auvergnats, 50% de Galiciens. Autrement dit, les pauvres parmi les pauvres et les pauvres de chaque pays. Donc, c'est ce qu'un historien de Clermont, un prof de Clermont-Ferrand qui s'appelait Abel Poitrino, a appelé les remues d'hommes. Et ces remues d'hommes, elles touchent toute la France pauvre, la France des montagnes, mais elles n'attirent, disons que la grande industrie n'attire pas ces migrants-là. Ils vont vers des petits métiers que vous avez vus, le petit commerce. Leur promotion ira jusqu'à l'artisanat et au petit commerce. Et la grande industrie n'est que peu concernée. Elle ira chercher de la main-d'œuvre étrangère à partir de 1870-80. Alors on s'est posé une question. La France, c'est un grand pays à cette époque-là. Si vous retirez le chemin de fer, vous laissez les voies d'eau et les routes plus ou moins bien entretenues, les déplacements sont non seulement difficiles parfois, mais longs surtout. Donc à l'échelle de l'Europe, c'est un grand pays, la France. Hein? Et les migrants ont toujours l'illusion qu'on peut aller encore plus loin. Bon, si ça ne va pas à Paris, on ira à Orléans, ça suffit, j'allais dire, à meubler leur soif de travail. L'immigration outre-mer, par contre, elle ne touche que les franges atlantiques, Bretagne, Pays Basque. C'est pour ça que certains historiens se sont demandé si ça n'avait pas été un palliatif à la colonisation, cette migration interne. On n'avait pas envie d'aller ailleurs qu'en France. Alors que les miséreux d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre, eh ben, eux partaient tout de suite. Nation maritime, comme on l'a vu l'an dernier. Alors, en conclusion, comme je le disais, on verra en janvier les modalités de destruction du mode de vie des derniers vrais nomades, Afrique, Asie et Amérique, parce que c'est là qu'il en reste encore en Afrique. Le nomadisme vrai, chez nous, on vient de le voir, est atténué. Il fait place à la migration temporaire ou à l'émigration carrément vers les villes. Alors, cette migration de travail, on peut dire qu'elle a les caractéristiques que l'on retrouve même à notre époque, à toute migration similaire. Elle est une source d'amélioration individuelle. L'apport ponctuel de numéraire, c'est pas mal pour une famille, mais ça ne débouche pas sur l'amélioration globale du système agricole. Ceux qui ont du surplus de numéraire, ils vont acheter de la terre, évidemment. Et comme on est dans un pays d'élevage et de grand pâturage, ils vont spéculer sur le bétail au moyen de baux à cheptel. Alors, le bail à cheptel, c'est un contrat par lequel une des parties donne à l'autre un fonds de bétail qui charge à lui de le garder, de le nourrir et de le soigner avec certaines conditions. Donc, on peut améliorer vraiment sa condition avec ça. Le travail de l'exploitation qui est au village en souffre, puisque une fois que l'homme est parti, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui travaillent. C'est l'effet collatéral de toute migration qui prive le pays de départ de ses éléments les plus forts, les plus dynamiques. Mais il y a un effet positif, qui est universel également, c'est que les migrants, ils amènent l'innovation, ils amènent les nouvelles. On verra avec les colporteurs que c'est démultiplié dans ces cas-là, cette fonction de nouvelliste et même d'agitateur parfois. Mais ils amènent les nouvelles d'en bas, et à la longue, ils deviennent les coqs du village. Hein. Ce seront les anciens migrants en Auvergne, ce seront eux, mis à part les belles maisons qui se font construire, ce sera eux les premiers à accéder au syndicat agricole ou au conseil municipal. Et entre 1870 et 14, il y a un brassage de population aussi qui fait progresser l'usage du français quand même, hein, par rapport au dialecte et au patois. Et c'est un phénomène qui est accéléré par quoi? Par la conscription. La conscription aussi est un destructeur de langue régionale. Entre 1870 et 14, donc, cette migration de la France pauvre, qui était temporaire, hein, annuelle, ou même triannuelle parfois, va triannuelle pour ceux qui n'avaient pas d'exploitation agricole. Hein. Attention, parce qu'il fallait rentrer pour les foins ou la moisson. L'émigration temporaire va se transformer en émigration et on aura toutes ces diasporas régionales à Paris, hein, notamment celle du Massif central,
et les phénomènes ce qu'on appelle l'amicalisme régional, qui va se développer. Et ceux qui persistent dans la migration temporaire, s'ils trouvent leur compte, c'est qu'ils vont exploiter de nouvelles filières, avoir par exemple les filières commerciales, qui là dépasseront beaucoup les gains de ces gains petits, parce que là, ça va leur ouvrir des fois la porte de l'activité à l'échelle du continent. Voilà. J'ai soif.